écouté, c'était dans des ludes et des plumes. Avec ce matin, on a la chance d'avoir sur le canapé Tom Warchex. Tom, bonjour. Salut, bonjour. Ça va bien? Bah ça va bien, ça va très bien. Ouais, il fait un peu frisquet, mais ça. Donc Tom, on va te présenter quand même si je pense que les gens qui s'intéressent au jeu doivent te connaître en tant qu'auteur de jeu déjà, papa du Jungle Speed, Ouais. et en tant qu'illustrateur aussi. Co-auteur. Co-auteur de Jungle Speed. Donc c'est un des deux parents. Oui. Donc ça peut être papa, l'autre peut être maman. Et illustrateur maintenant, on a pu te voir dans des jeux comme Skull and Bones, Mafia des Cuba plus récemment. Skull. C'est pas Skull and Bones? Non, en fait au départ c'était Skull and Roses pour la première édition du jeu que j'ai pas fait, qui était illustré par Roski Peak. Et moi je suis intervenu pour la 3e édition du jeu où j'ai refait les illustrations et où le jeu est passé de Skull and Roses à Skull, tout simplement parce que tout le monde appelait le jeu Skull. D'accord. Voilà. Bah merci de l'info. Ouais. Et donc Tom, toi qui es donc un petit touche à tout dans le monde du jeu, Ouais. comment t'en es arrivé dans le monde du jeu justement? À quel moment tu t'es rendu compte que Alors en fait c'était ça qui te plaisait? Ouais, en fait je suis arrivé par accident un peu dans le monde du jeu parce que j'étais joueur. Comme tous les gens qui arrivent dans le jeu, il faut être joueur, ça c'est la première. Ouais, souvent c'est ça. C'est quand même vraiment c'est la première condition. Voilà, c'est le plus D'aimer petit ça, ouais. dénominateur commun, mais il faut celui-là. Et à part ça, j'avais pas beaucoup d'autres points communs avec les gens qui étaient dans le monde du jeu quand j'y suis arrivé, parce que en fait, je suis arrivé dans le monde du jeu en auto-éditant Jungle Speed en 96. Ouais. À une époque où les gens qui gravitaient dans le monde du jeu jouaient à Magic, faisaient du jeu de rôle. C'était la population qui composait le monde ludique. Et moi, j'étais pas du tout là-dedans. En fait, j'étais juste joueur. Je connaissais pas beaucoup de jeux dits modernes. Il n'y en avait pas beaucoup déjà, mais c'est vrai que j'en connaissais peu, à part Super Gang, qui était mon jeu de chevet. Et en fait, on a le premier prototype de Jungle Speed en fait date de beaucoup plus avant. En fait, il date de 1991. On avait fait avec et l'idée de départ était juste de personnaliser un jeu auquel on jouait avec ma bande de potes, qui était un dérivé du bouchon, du jeu du bouchon. Et comme je suis de graphiste de formation, j'ai eu envie de personnaliser le jeu en faisant des cartes spéciales pour ce jeu qu'on jouait avec un jeu de 52 pour le cartes. rendre un peu plus attractif. Et puis en fait, c'est les graphismes en fait qui ont été à l'origine de ce jeu. Et après, on a modifié les règles en fait. Et l'idée, c'était juste d'avoir un jeu en pièce unique qu'on a personnalisé pour pouvoir jouer avec nos potes, parce qu'on était sur Paris, on avait une bande de potes. C'était même pas encore en vue d'une édition là. C'était pas du tout projet. C'était absolument pas dans l'idée de l'éditer. On est juste allé voir quand même. On est allé voir le Ludo Délire. Parce que le seul jeu qui nous branchait à l'époque, c'était Super Gang, et qu'on s'est dit eux ils ont l'air marrants, on va aller les voir. Et on allait les voir, ils n'ont pas du tout compris ce qu'on leur voulait. Effectivement, de toute façon, ça collait pas du tout avec ce qu'ils faisaient, avec ce qu'ils faisaient. Et puis même à l'époque, c'était trop tôt pour sortir un jeu comme ça. Et donc on s'est dit oui, c'est normal. Je sais pas ce qui nous a pris par la tête de vouloir leur proposer ça. Et puis on est tous les deux, donc avec Yako, donc mon acolyte auteur, qui est un copain de lycée aussi. Hein. D'accord. Donc on se connaît depuis longtemps. On s'est dit oui, c'est normal. Et puis bon voilà. Et lui est parti en voyage. Moi j'ai fait d'autres trucs. Donc il a été mis dans un carton un petit peu quelques temps. Voilà. Et on l'utilisait. On sortait quand il y avait des copains. Parce que pour vous en soirée quoi. Voilà. Et puis 5 ans après, en fait, on s'est retrouvés avec Yako. On était tous les deux, on n'avait pas de boulot. Et on s'est dit quand même, lui avait fait son proto de son côté, en voyage. Et donc tous les deux, on s'est dit quand même, les gens accrochent bien à ce truc-là. Ce serait marrant, juste pour l'expérience, de faire une petite édition du jeu. Sachant que son père, lui, était sérigraphe. Et que donc on avait du matos pour faire des cartes en sérigraphie. D'accord. Et donc on a fait nous-mêmes en fait. On a vraiment tout fait de A à Z. On a fait une petite série de 300 jeux. Vraiment ultra artisanale. Et on s'est dit, tiens, ce serait marrant de faire des soirées jeux dans les bars
parce qu'on fréquentait quand même pas mal les bars et que voilà, on avait envie de proposer un truc un peu rigolo. On s'est dit ça, on va accumuler le fait de faire cette expérience de jeu. Vous avez été les précurseurs un peu des assos modernes qu'on voit là qui Oui. vont faire jouer les bars. Oui. Ouais. Oui, en fait, parce que on a vraiment tout fait de manière artisanale et à l'instinct. C'est-à-dire qu'on n'a rien prévu là-dessus, mais en fait, on a fait un jeu en sac. Donc le Jungle Speed, on le vendait dans des petits sacs imprimés. Encore maintenant, ouais, qu'on trouve. Et on a fait un matériel de table en fait pour les bars, parce que on s'est assez vite rendu compte dans les bars que le jeu marchait bien, il se prêtait super bien à ce contexte. Mais les verres de bière et Jungle Speed, ça cohabite pas très bien. Donc on a fait des tables en fait assez hautes. On a fabriqué des tables hautes avec des espaces pour mettre les bières, les verres à l'intérieur. Donc on a fait tout un matos en fait pour les bars. Et voilà. Et donc on s'est retrouvé à faire un matos qui est encore présent dans les festivals. Tu vois, les tables hautes, de jouer debout, si tu veux, bien sûr. ça se faisait pas. On jouait assis avant. Voilà. Et donc on a fait ça. Et puis, donc on n'était toujours pas dans le milieu du jeu quand on a fait ça. On faisait ça. C'était toujours de l'auto-édition, comme tu dis. On faisait de l'auto-édition et on était complètement hors circuit. On vendait le jeu en direct. On a touché assez vite des animateurs de colo. Et là, c'est vraiment le début, si tu veux, du succès du jeu. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que ça a pris son essor. Ouais. Parce qu'à partir du moment où les animateurs de centres aérés, de colo, ont eu le jeu dans les mains, ça a vraiment explosé. Et à l'époque, ils n'avaient vraiment pas de jeu qui était disponible sur le marché correspondre à un public. Voilà, depuis, il y en a eu pas mal. Mais c'est vrai que c'était quasiment le premier jeu que qui sortait partout et que les colos, c'était un petit sac, ils se le foutaient dans le sac à dos. Et donc, on a auto-édité le jeu pendant 2 ans. Et puis, on a intégré dans ces 2 années, on a intégré petit à petit des événements ludiques. On a eu quelques points de vente, mais en fait, je sais pas, on a eu 5-6 points de vente. Il y avait 5-6 boutiques qui nous suivaient. D'accord. Notamment le réseau Descartes, qui à l'époque était un réseau qui appartenait à l'éditeur Descartes. Et voilà. Et donc le jeu a bien marché. Assez vite, on a commencé à voir arriver des agents, des gens qui voulaient nous proposer des coéditions. Et là, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout de taille. On avait bien assuré le lancement du jeu parce qu'en fait on en a vendu quasiment 12 000 en 2 ans, donc on a pas mal assuré. On a petit à petit, si tu veux, j'ai professionnalisé la production parce que je faisais faire les cartes par un imprimeur, les totems en bois on les faisait faire dans le Jura, on a trouvé une boîte qui faisait les sacs, etc. Mais assez vite, je me suis retrouvé derrière mon fax et mon téléphone à faire des colis postaux pour envoyer à droite et à gauche parce que du coup, j'assure la distribution du jeu. Bah oui, si tu fais tout toi-même, t'es à tous les postes. Et je me suis rendu compte que ça me branchait pas et que j'étais pas forcément le mieux qualifié pour le faire. Et donc, c'est là où on a passé la main pour la diffusion et l'édition. Et là, le jeu a pris de l'ampleur et voilà. Donc je suis arrivé dans le monde du jeu, vraiment, c'est un peu un accident. C'est un accident heureux, je veux dire qu'on a provoqué, mais c'est quand même un accident. D'accord. Et du coup, cette première édition de 300 pièces que tu dis sérigraphiées et tout, doit être collector maintenant. Ça doit, complètement. Ça doit se chercher. Bah écoute, je sais pas si c'est très connu déjà, parce que bon, faut vraiment connaître bien le jeu pour le savoir. Mais en plus, on est allé encore plus loin. C'est là où on réfléchissait vraiment pas en termes de rentabilité. C'est que chaque totem, on les faisait au tour à bois manuel, donc nous-mêmes. Donc tous les totems sont différents et on les a décorés. Donc chaque pièce est numérotée. D'accord. Et décorée avec un décor différent en fait. On faisait tout au Posca, au Tring. Enfin bon, c'est un boulot de taré. Mais je pense que c'est un boulot de dingue. C'était un boulot de dingue, mais c'est vrai que ça nous éclatait complètement. Enfin voilà, on a vraiment pas du tout réfléchi. Vraiment, ça nous a éclaté quoi. Et comme les gens accrochaient au truc, on a continué. Et puis à un moment, on s'est rendu compte que il fallait devenir sérieux quoi. Et du coup, tu disais que tu étais graphiste aussi. Oui. Et c'est pourquoi maintenant tu fais de l'illustration, sûrement, oui. parce que à la base ça devait être un peu aussi ta passion première, comme le jeu, quoi. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'illustration maintenant, et pourquoi pas avant en fait? Alors. En fait, ça a commencé avant parce que Jungle Speed, on l'a fait nous-mêmes. Oui. On a fait les dessins, les illustrations, tu l'as fait toi-même, le logo, tout ça. Tu vois, c'était quand même.
à mon avis, le succès de Jungle est largement lié aussi à sa présentation, à la présentation qu'on a fait de ce jeu, parce que c'est quand même enfin, je pense la bonne idée qu'on a eue, parce que bon, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre avec Jungle, mais la bonne idée qu'on a eue, c'est de l'emballer avec un style graphique qui s'adressait aux adultes sur une mécanique de jeu pour enfants. Oui. Ce qui se faisait pas du tout à l'époque. Je veux dire, il y a Aligali qui est sorti quasiment en même temps que Jungle. Et bon, c'est des clowns qui sourient pas. Le jeu a jamais décollé, jamais sorti de son cercle de jeu pour enfants. Nous, c'est clair. Graphiquement, voilà. Et nous, on a fait un jeu. On a fait un jeu pour les gens qui avaient notre âge, parce qu'on s'adressait. Voilà, c'était un jeu pour jeunes adultes. Voilà. À part ça, il y a eu toutes les déclinaisons, sur toutes les déclinaisons de Jungle, on a bossé. Enfin, il y a eu pas mal de versions et il y a pas mal où on a fait tous les graphismes. D'accord, ouais, tu étais quand même présent sur... Donc on a été présent. Et puis derrière, il y a eu Bugs & Co qu'on a fait avec Bruno Feduti, où on a fait les illustrations. Après, il y a eu Twinit, donc une affiche qui est purement un projet graphique. Mais c'est vrai que en fait, je suis sorti un peu du monde du jeu. Je vis du jeu depuis longtemps maintenant, mais... je me suis éloigné du monde du jeu pendant quelques années et à un moment je me suis dit bon, il faut quand même que je rebosse. Enfin, j'ai pris un peu ma retraite et à un moment je me suis dit ça suffit, il faut que je me remette à bosser. Et effectivement, je suis revenu vers le monde du jeu naturellement et vers le graphisme parce que c'est ce que je maîtrisais. Oui, puis c'était un monde que tu connaissais, que tu avais déjà côtoyé. C'était naturel en fait, parce que comme tu as pu le voir, c'est un monde plutôt petit, où les gens se connaissent, où le côté amical est important. Et donc voilà, Philippe Despalières, avec qui j'ai donc l'éditeur de lui-même, m'avait déjà contacté il y a longtemps pour illustrer un boomerang, il y a très très longtemps. Il m'avait proposé de le faire. Et puis j'avais dit ok, et il m'avait envoyé le prototype illustré par Dominique Erhardt. Et je lui avais dit non, mais en fait on fera pas mieux. Ça sert à rien de le retravailler. Non, c'est pas la peine en fait. Dominique le fera beaucoup mieux que nous. Et donc j'avais dit non. Et puis il y a aussi la peur. Moi, tous les projets sur lesquels j'avais bossé jusqu'à quelques années, c'était mes projets. Je me sentais légitime pour bosser sur mes projets et j'étais pas sûr d'être légitime pour bosser sur les projets des autres. Et donc quand il m'a proposé Skull, c'est vrai que c'est Skull qui m'a vraiment donné envie de m'y remettre. J'ai vraiment flippé ma race, parce que je me suis dit, en plus les illustrations des éditions précédentes étaient bien. Enfin, je veux dire, j'avais le jeu, je le trouvais bien. Tu pouvais pas te permettre de faire moins bien et voilà. Tu t'es dit, mon cahier des charges c'était de faire aussi bien, voire mieux que la version précédente. Et donc j'ai vraiment flippé en fait. Mais comme ça s'est bien passé, c'est vrai que ça m'a donné confiance et donc voilà. Et ça a aidé pour la suite. Ça a aidé pour la suite et puis voilà. Et du coup, on est venu te chercher pour l'illustration, ou c'est toi quand tu t'es dit j'ai envie de retravailler dans le monde du jeu, t'as sollicité un petit peu en disant. Non, on est venu me chercher. En fait, j'ai un problème de légitimité moi. À chaque fois, mon problème c'est le fait d'être touche à tout, c'est très ambivalent parce que tu te sens jamais légitime dans rien. Je me sens pas légitime en tant qu'auteur de jeu. Je commence à me sentir légitime en tant que... Alors c'est pas illustrateur parce que je dessine pas assez, mais en tant que... Même là j'ai du mal à me définir parce que je fais un boulot de graphiste, un boulot d'illustrateur. Sur Skull c'est plus un boulot d'illustrateur, sur Mafia c'est beaucoup plus un boulot de graphiste. Donc même là j'ai du mal à me définir, j'ai du mal à me sentir légitime dans tout ce que je fais, mais en même temps je le cherche, donc ça me va. Mais voilà. Mais parce que ça marche. Enfin, si on prend tout ce que tu as illustré, tout ce que tu as fait, on voit qu'il y a à chaque fois quelque chose de différent. Oui. Mais à chaque fois, on reconnaît quand même un petit peu la patte. Oui, c'est le truc qui est pas facile à faire. Vraiment, j'ai pas envie de me répéter. Non. Je m'ennuie vite dans ce que je fais. Enfin, tu vois, j'ai vite envie de faire autre chose. Et du coup, je sais pas combien de temps je vais tenir en fait à essayer de me renouveler. Déjà, je commence à avoir un peu l'impression de me répéter des fois, tu vois, dans les projets que je fais. C'est vrai que là, maintenant, je les enchaîne. Les projets, il y a un jeu qui va sortir chez Oya que j'ai refait. C'est un jeu qui s'appelle Pas de bras. Je sais pas si tu connais ce jeu. Non. Qui était un jeu qui était extrêmement laid. Donc quand il me l'a proposé, je me suis dit là je peux pas faire pire. Donc là je me sens je me sens hyper en confiance. Là maintenant je bosse avec Benoît Forget sur sa nouvelle gamme.
bon, c'est des gens que j'apprécie. Je veux dire, Oya, je le connais depuis que j'ai commencé, parce que lui, il a commencé en 95. On était sur Paris en même temps. Le monde aussi est petit, donc tout le monde se connaît. Donc quand tu rentres dans le monde du jeu, souvent, il suffit d'un contact. C'est ça. Et c'est vrai que pour le coup, tout le monde bosse un peu différemment. Moi, j'ai besoin de me sentir un peu en équipe avec les gens avec qui je bosse. Je m'implique vraiment énormément sur les projets sur lesquels je suis. Je compte pas mon temps. Je participe au lancement du jeu. C'est-à-dire que pour Mafia, je viens, j'ai fait pas mal de com. On a fait plein de trucs autour du jeu. Une partie de com, tu es présent physiquement pour soutenir les projets. Voilà. Donc je m'implique vraiment beaucoup, donc j'ai besoin de bien m'entendre avec les gens. Si c'est pas le cas, j'imagine pas que je puisse bosser avec quelqu'un que je connais pas juste par internet. Il y a des illustrateurs qui le font et ça marche pour eux et voilà. Et toi, tu as besoin du contact humain. Moi, j'ai besoin du relationnel. J'ai besoin de jouer au jeu, j'ai besoin d'apprécier le jeu. Oui, c'est important. Tout le monde bosse pas comme ça. Non, mais c'est important quand même, je pense, parce que on en parlait en off, comme tu présentes aussi une chronique de jeu sur une radio, un peu comme on fait, et on en parlait que si un jeu nous a pas accroché, on a du mal à en parler. Et je pense que pour l'illustrer, si un jeu t'accroche pas, tu vas avoir du mal à faire ressortir le meilleur de lui. En tout cas, tu auras du mal à le. C'est vrai que moi, je le vois vraiment comme un. On est là, il faut pas avoir beaucoup d'amour propre quand on est illustrateur ou graphiste. On est là pour sublimer le jeu, vraiment. Donc t'es pas là pour faire le malin en fait. Alors il y a des jeux qui mettent plus ou moins en avant l'illustration, etc. Mais c'est vrai qu'on est vraiment là pour, tu vois, un boulot comme Mafia. En fait, l'idée c'est pas que les gens se disent waouh c'est super, qu'est-ce qui a fait ça, mais qu'ils voient la boîte et que en fait ils soient dans l'immersion totale du jeu très rapidement. Oui. D'autant que la boîte est importante juste au début où elle tourne. Elle fait partie intégrante du jeu. Et après on l'oublie. Donc il faut que juste le premier tour de jeu, le graphisme te mette immerge dans l'univers. Et voilà, il ne faut pas qu'ils se disent oh là là c'est vachement bien dessiné, mais qui rentrent dans l'univers tout de suite. Donc, qui comprennent que c'est qui se comprennent où ils sont. C'est pas un dessin, mais que c'est un monde. Enfin, voilà, où ils sont, dans quel univers ils sont. Et voilà, et donc ce boulot, si tu veux, de se fondre dans le projet et dans l'univers, je fais énormément de recherches graphiques avant de commencer à bosser. Pour Mafia, c'était le délire. J'ai vraiment pris énormément. J'ai passé des jours et des jours sur Internet pour choper des images. Pour t'immerger complètement. Pour m'immerger, d'autant que c'est Cuba des années 50. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est complètement ambivalent parce que nous, l'image de Cuba qu'on a, c'est pas du tout cette époque-là, puisque c'était avant la révolution cubaine, et donc c'est complètement à l'opposé des images qu'on a naturellement. Et donc il fallait que je m'imprègne du truc, et donc voilà, c'était un boulot énorme. Alors, on a une question qu'on pose à tout le monde dans le monde du jeu. Notre dernière question, généralement, c'est toi, Tom, à quoi tu joues? S'il devait en rester qu'un, en sortir un du lot. Un seul, la vache. Un jeu qui t'a marqué, qui ressort facilement. Ah non, ça j'ai vraiment du mal. Pour moi, c'est vraiment le sommet de la pile. Hein. C'est le jeu qui est au sommet de la pile, quoi. Mais j'ai le problème qu'ont plein de joueurs, c'est que je joue 3 fois et puis après je joue un autre jeu. Et c'est une vraie tare en fait. Je trouve, tu vois. C'est parce que comme il y a beaucoup de sorties, là, on a du mal à se focaliser sur un, on passe à un autre. Ça devient un petit peu un produit de consommation. C'est ça. Et c'est un vrai défaut, en fait. Et il n'y en a pas un, même dans les anciens, que tu ressors en disant celui-là, il bouge pas. Non, il y a eu une période où je le faisais. J'ai énormément joué à Boursicocotte, par exemple. Qui était vraiment le jeu que je préférais. Mais ça fait des années qu'il n'est pas ressorti chez moi. Mais c'était un jeu que j'adorais parce que c'était. En fait, je suis vraiment focalisé. Enfin, vraiment mes jeux préférés, même si je suis beaucoup plus. Enfin, je peux jouer à tout en fait. Ça dépend vraiment de qui est autour de la table, mais je peux vraiment jouer à tout. Ma seule limite, c'est mes capacités intellectuelles qui sont pas si énormes. Et donc, un gros jeu de gestion, ça me gave un peu parce que voilà, s'il y en a un qui est plus fort à calculer, il va me battre et donc je vais pas passer un bon moment. T'es moins calculateur. Voilà, mais. Non, j'aurais vraiment du mal à trouver un jeu. Non, je pourrais pas. Hein. Non. Je pourrais pas, mais c'est. Alors, en plus, comme tu l'as dit, je fais une chronique jeu.
Et comme tu le sais, quand on fait une chronique jeu, il faut se tenir au courant de ce qui sort. C'est ça. Donc ça te pousse vraiment à être dans la consommation. Exactement. Et ça m'embête parce que c'est vrai qu'en tant que joueur, j'ai l'impression de me polluer un peu. Ouais, c'est ça, de pas avoir le temps de. Voilà, de pas avoir le temps de rester sur un jeu. Ça dépend vraiment des moments. Moi, j'ai des jeux fétiches en fonction du contexte. D'accord. On va rester sur l'idée du jeu du haut de la pile. Ouais. Et puis si on doit dire un nom, on va dire Boursicocotte qui t'a plu pendant un temps. Mais en sachant que c'est pas vraiment celui-là au jour d'aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup Tom de t'être prêté au jeu des questions. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Salut.